remercie beaucoup tout le monde, tous les organisateurs, les institutions françaises qui nous accueillent, les institutions françaises qui nous accueillent, et je me permets de parler au nom de tous les collègues mexicains qui sont là pour remercier pour cette chaleureuse bienvenue, et j'espère que nous allons trouver à la fin des points de commande, des points de discussion, des points de collaboration plus solides que ceux qui existent déjà. Bon, mais après cela, je vais commencer avec, on s'est dit, 3 moments de la rencontre entre l'algèbre et la géométrie. Bon, ça, je m'excuse, parce que ça devait être une citation de la géométrie de Descartes, du discours de la méthode. La géométrie de Descartes est très critique. Oui. Donc, parce que j'ai pensé que c'était mieux de prendre la version originale, je vous assure que sur mon écran, on n'est plus maintenant. De toute façon, bon, c'est une citation que tout le monde connaît, c'est là où Descartes nous dit qu'il avait étudié la philosophie, la logique et les sciences, il avait les calculs, l'analyse géométrique et l'algèbre. Et puis là, il dit que c'est là qu'il avait proposé une sorte de rencontre entre l'algèbre et la géométrie pour que toutes les deux disciplines puissent se rencontrer et s'aider l'un. Alors, je ne vais plus parler de Descartes, je trouvais que c'était une bonne façon de commencer. Et on a beaucoup discuté, tous les collègues français qui sont là, j'ai eu le plaisir de discuter avec eux sur Descartes, on a travaillé sur Descartes, on a écrit sur Descartes, on a rigolé sur Descartes, donc il y a plus beaucoup de choses à dire sur la question. Je vais me concentrer dans une période plus moderne d'abord. C'est un texte que j'adore, le texte de fondement de la géométrie de Hilbert, dans lequel vous savez on a beaucoup écrit à propos de quel est l'objet de Hilbert dans ces textes. Et une des choses qu'on peut dire pour résumer, c'est le fait que on peut définir une géométrie sur un corps K et établir sur les conditions du corps et le produit du corps, la condition sur laquelle on peut construire, avoir un modèle pour les corps, c'est-à-dire pour la géométrie et pour les différents groupes d'actions de la géométrie donnés par Hilbert. Par exemple, on sait que tous les corps peuvent satisfaire, n'importe quel corps peut satisfaire les premiers groupes d'actions, qu'il faut qu'il y ait un corps ordonné pour satisfaire les deuxièmes groupes d'actions, et puis on peut établir plus de conditions et chercher un corps pythagoréen, un corps euclidien, ou même un corps clos. Mais si ça nous amène à une certaine logique sur ce qu'on peut faire de la géométrie et sa rencontre, de l'algèbre et sa rencontre avec la géométrie, et il y a un point qui je trouve plus modeste, si vous voulez, plus simple, mais à mon avis aussi très intéressant. C'est le fait que un autre aspect qui m'a toujours attiré, m'a toujours paru très intéressant, c'est le fait que, dans un certain sens, Hilbert donne une importance particulière à ces deux théorèmes, le théorème de Pappus et le théorème de Desargues. Le théorème de Pappus, il l'appelle le théorème de Pascal, je vais continuer à dire le théorème de Pappus, et surtout qu'il fait une sorte de, comment dire, de ces deux théorèmes, il fait une sorte de colonne centrale pour la géométrie, dans le sens qu'ils apparaissent comme des théorèmes, dans un certain sens, fondamentaux de la géométrie. Et d'ailleurs, cette histoire de théorème fondamental, ce n'est pas du tout une sorte de publicité que je veux faire, mais bien sûr, je veux souligner que, à mon avis,
une des questions qui, dans la philosophie des mathématiques, se pose de façon obligatoire. C'est la question du fondement de mathématiques. Mais je trouvais qu'au lieu de faire des réflexions plus générales, ça vaut la peine quelquefois de se concentrer sur le rôle de quelques théorèmes fondamentaux dans différentes théories mathématiques. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris en travaillant. Ça fait une partie, pour moi, une partie la plus importante de ma collaboration dans ce cas bilatéral. Le livre que qu'on a publié avec Jean-Tom sur l'histoire du théorème fondamental de l'algèbre, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, on s'est posé la question de savoir dans quel sens le théorème fondamental de l'algèbre était fondamental. Qu'est-ce que ça voulait dire fondamental dans ce cas? Et c'est une question que... Pas son temps. Ils sont terrains. Je t'assure qu'ils sortiront. Bon. Et disons que c'est une question qu'on peut se poser de façon semblable dans les cas de Hilbert et dans son texte de fondement de la géométrie, et dépendamment de la preuve qu'on a eue en 1905 sur le rapport spécifique entre ces deux théorèmes, c'est-à-dire le fait que les théorèmes de Desargues étaient démontrés à partir du théorème de Pappus, je voudrais souligner un aspect qui me semble très simple, apparemment très trivial, mais qui est à mon avis très important. Et c'est pour ça que j'essaye de rencontrer un peu le texte de Hilbert avec ce texte de Tarski, What is Elementary Geometry. Parce que dans ce texte, vous le savez, Tarski il nous invite à faire une édition de la géométrie euclidienne dans laquelle il considère les seuls objets, les points, et de prédicats, les prédicats ternaires bêta et les prédicats quaternaires delta, dans lesquels les prédicats ternaires bêta, ça en tout cas nous dit dans quelles conditions 3 points sont collinaires. Et aussi simple que peut sembler cet prédicat, je voudrais dire que les deux théorèmes en question peuvent apparaître comme des cas particuliers de configuration dans laquelle, vous voyez ici dans cette configuration, qui est par exemple du théorème de Desargues, n'importe dans quelle direction, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 points collinaires partout. C'est-à-dire, on le sait, une configuration dit 3. C'est-à-dire qu'il y a 10 points, 3 points sur chaque ligne. Ou bien le cas du théorème de Pappus, qui est une configuration 9-3. Donc, c'est un cas particulier dans lequel on voit apparaître justement les prédicats bêta et se demander pourquoi cette condition de collinéarité peut avoir cette importance et peut devenir important pour la géométrie. Et on sait bien que dans les cas d'Hilbert, avant ça, on peut aussi mettre l'exemple de l'axiome de Pasch, qui est un autre cas dans lequel on a toujours 3 points dans la direction. Et même, je n'ai pas mis une transparence, mais même les théorèmes de Menelaus, par exemple, c'est un autre cas particulier de cette configuration de 3 points. Et on sait bien que, bon, voilà la même configuration, mais dans ces cas-là, on peut commencer à comprendre pourquoi Hilbert a fait tellement d'intérêt sur ces points, parce que vous le savez bien, et c'est à partir du théorème de Desargues que Hilbert nous propose de construire un calcul des segments de façon indépendante de 3e groupe d'action. Et voilà, vous avez un point P0, PA, PB, vous avez là la somme. Et ça, on pourrait dire, parce qu'on a ces points-là, que ça s'est fait, pour vous situer, dans une sorte de plan projectif. Un autre exemple de point projectif, et vous voyez HKL, H', sont deux triangles qui sont en projection centrale, en projection axiale, et vous avez aussi la somme TN. Bon. Donc, première question, on peut dire, voilà le théorème de Desargues, j'ai fait un petit résumé.
le théorème de Desargues pour Descartes, pour Hilbert, et des liens fondamentaux dans le sens que c'est à partir du théorème de Desargues qu'il peut présenter de façon indépendante ou troisième groupe d'action, un calcul des segments. C'est-à-dire, et à partir de ça, on pourra dire, à partir de cela, il pourrait dire que justement les aspects, comment dire, cet aspect fondamental d'établir une sorte de rencontre entre l'algèbre et la géométrie peut être fait à partir du théorème de Desargues. Or, cette configuration est exactement équivalente à l'antérieure, sauf qu'elle n'est pas faite dans un seul plan projectif, mais dans un plan affine. Mais je garde cette configuration parce que exactement cette configuration, et ça je reviens sur l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, cette configuration, on peut dire qu'elle existe depuis déjà plusieurs années. Ici, on a la configuration du théorème de Desargues pour le calcul des segments. Je prends seulement l'exemple de la somme, de l'addition. Et pour les cas du théorème de Pappus, on sait bien que c'est cette configuration du théorème de Pappus avec laquelle il peut nous montrer la propriété des commutativités. Donc, je ne m'arrête pas sur le détail, mais je reprends l'idée que dans la configuration que j'avais montrée tout à l'heure, cette configuration est exactement ça, il y a un autre aspect qui est intéressant, qui est l'aspect suivant. Ici, nous avons 1, 2, 3 points, la configuration 3, mais ici, c'est les points K', les points K, et donc ça veut dire que pour chaque triangle, on a le point K et le point K', mais on pourrait dire que, et c'est là que je reviens dans un autre aspect de mon exposé, qu'il y a la possibilité de fixer la position de ces points, puisque c'est à la fin de compte, c'est l'addition de ces deux points, et établir la condition que ces points, les points K, les points K', ou éventuellement un autre point K', si on trace notre ligne, ils seront tous collinaires sur cette ligne-là. Et c'est là qu'on revient dans son aspect préalable de ces deux théorèmes qui nous ramènent à l'Antiquité. C'est-à-dire, on se trouve déjà là, avec la même configuration que j'avais présentée tout à l'heure du théorème de Desargues, mais là, et voilà les textes, vous savez, c'est le premier porisme d'Euclide tel qu'il a été présenté par Pappus dans la collection mathématique. Alors, il dit que on a les points A, B, F, collinéaires, 3 points, et fixes, et on a les points P, Q, R, et qui se trouvent dans une ligne qui peut tourner sur le point B, une autre ligne qui peut tourner sur le point F, ça rencontre sur le point B, mais il dit que la condition est que cette ligne et cette autre ligne sont aussi données en position, et que chaque fois qu'on prend une ligne à partir du point A, elle rencontre cette ligne, donc détermine les points R et Q. Ici, ils ont établi cette ligne-là à rencontrer ces deux lignes dans le point R' et Q', et de toute façon, vous voyez que PR, ça donne P, PR', ça donne P', FQ, ça donne P, FQ', ça donne P', et les points P et P' se trouvent sur la même ligne. Donc, ça veut dire que si on a la possibilité d'établir la position de ces points et la position du point S, parce qu'ils se trouvent sur deux lignes données en position, on affirme que les points P, les points P' et tous les points qu'on peut trouver sur la même condition sont tous collinéaires. Or, voilà cette première condition établie ici. J'adore cette expression qui dit que, bon, voilà le texte,
mais cette expression, mes connaissances de grec ancien et pour dire le moins très élémentaire, mais cette expression, cette ligne apparaît, A, θ et TC, les points apparaissent toujours attachés à une certaine ligne droite. Et la même condition pour les théorèmes, les théorèmes de Pappus, ça s'est commenté exactement dans la même collection mathématique. Et vous voyez, en principe, il devait y avoir seulement ces points et les points P, mais les points P peuvent devenir les points PI dans n'importe quelle condition. Et on dit que toujours, on a cette ligne, c'est-à-dire on a toujours la condition 3 points et collinaire, qui est la condition établie. Et ça, nous revenons parce qu'il y a une autre possibilité selon laquelle on peut dire que à partir du point A et du point F, et sur cette ligne qui a été donnée en position, il y a des lignes qui sortent, qui se rencontrent sur cette ligne, ici dans le point H, ici dans le point H'. Chaque fois que la ligne AH ou la ligne AH' rencontre cette ligne SE, dans un point E, dans un point L', ou bien la ligne FH sur le point K, rencontre cette ligne sur le point K, sur le point K', nous revient toujours dans la même configuration et on a, et ça c'est établi, prouvé par Euclide lui-même, Euclide c'est donc par où bien sûr, on a établi cette condition, mais si vous voyez bien, ça veut dire que les segments ED est égal au segment AF, d'après cette proportion qui est là. Donc, et ça a été, je répète, ça a été établi par Pappus et par Euclide, d'abord Euclide, puis Pappus, mais si vous rendez comme ça, ED égale à AF, ça veut dire que c'est trivial, établi à partir de cette condition, le fait que ces segments et ces segments sont égaux, donc ça veut dire qu'au segment AF, on ajoute le segment AE et on obtient le segment AD. C'est-à-dire qu'on a déjà l'addition qui avait été annoncée plusieurs temps après par Hilbert lui-même. C'est-à-dire cette représentation, cette idée de faire un calcul des segments à partir du théorème de Desargues, ce n'est pas du tout une idée originaire de Hilbert, c'était déjà trouvé, on l'a trouvé déjà dans la collection mathématique de Pappus et dans les théorèmes, dans les chorismes bibliques. Mais alors, si on se pose la question de dire que à partir de ces deux théorèmes, on peut établir les fondements d'un certain calcul géométrique, calcul algébrique, on pourrait dire, d'une façon très triviale, très élémentaire. La question triviale, c'est de savoir exactement à quoi ça référence lorsqu'on dit, on parle de l'algèbre et de la rencontre de l'algèbre et de la géométrie. Parce que, je reviens sur la citation de Descartes, et on peut dire que lorsqu'il dit qu'il avait étudié la géométrie et l'algèbre, et il propose une sorte de rencontre, c'est vrai qu'au milieu du XVIIe siècle, le terme algèbre était assez connu, tout le monde savait à peu près de quoi il parlait, qu'est-ce que ça voulait dire l'algèbre. Au moins, personne ne savait bien de parler beaucoup, mais personne ne savait quoi. Bon, de toute façon, c'était un terme assez commun. Il faut dire que, bien entendu, au IVe siècle, lorsque Pappus publie et écrit la collection mathématique, les mots n'existaient pas. Vraiment, les mots algèbre n'existaient pas, mais ça n'empêche pas de dire que dans la collection mathématique, et surtout dans les livres 7, Pappus annonce une certaine approche à la géométrie qui permet de nous affirmer qu'il y a un aspect qui n'est pas l'aspect classique de la construction, les constructions géométriques qui seront en jeu, mais il nous affirme qu'il faudra établir une sorte d'approche qui d'ailleurs soutient l'ordre qu'il propose dans la collection, dans la liste des livres qui composent les trésors de l'analyse. Vous savez qu'il commence avec les données d'Euclide,
Et puis, il raconte qu'il y a plusieurs autres livres d'Apollonius, les livres de chorisme d'Euclide, puis les coniques d'Apollonius, etc. Et dans tous ces livres, on peut dire que, à mon avis, un des aspects, des objets fondamentaux des Pappus, c'est justement d'affirmer que les objectifs généraux, ce n'est pas d'établir des procédés ou de justifier tel ou tel procédé pour établir telle ou telle construction géométrique, mais c'est plutôt d'établir une certaine différence entre la façon dont certains éléments ont été donnés et la façon à partir de cet acte de donation, certains autres éléments peuvent être tirés ou bien, comme il dit, trouvés. Par exemple, ici, je vous donne cet exemple. Il dit que si on a trois grandeurs, comme ça, et le rapport des deux, de la première et la deuxième, c'est pas plus. Oui. Donc, le rapport, c'est. Non, c'est pas plus. C'est les propositions 8 de données de type. Tu as trois grandeurs. Tu as le rapport entre la première et la deuxième. Tu as le rapport entre la deuxième et la troisième. Et lui, il affirme que tu auras alors le rapport entre la première et la troisième. C'est une chose que je trouve très amusante, c'est si on essaye de faire une sorte de configuration. Voilà, on a la première et la deuxième. X, Y. Mais, puisqu'ils ont été donnés, ça veut dire que si X devient X' et Y devient Y', le fait que ces trois points sont collinaires, c'est à partir du fait que le rapport a été donné. Or, ici c'est Y et Z. Le rapport a été donné. Donc, Y', Z' a été donné. Qu'est-ce qu'il affirme? Que le rapport entre X et Z a été donné. X', Z' a été donné. C'est-à-dire, on a ça. Eh bien, vous avez reconnu tout de suite, c'est à nouveau le théorème de Pappus, le théorème de Descartes, je veux dire. Ou bien, si vous voulez, c'est dans les premiers chorismes d'Euclide. Donc, on peut se demander vraiment qu'est-ce qui est en jeu dans cette collection de livres de mathématiques, la collection mathématique de Pappus, dans laquelle j'insiste sur le fait que, bon, ici je ne m'arrête pas, c'est la démonstration de cette proposition de dualité, mais un autre aspect qui me semble intéressant, ça c'est les données 35, dans lesquelles il dit si on a deux lignes parallèles, ici on a le rapport entre le segment A et le segment AK, les rapports qui est le même que le rapport AD AQ, et si on divise le segment AD, ED et KQ dans son rapport donné, alors les points sera si on fait tourner sur le pont A, on aura une ligne qui sera parallèle à la ligne CH et la ligne BC. L'aspect fondamental, ce n'est pas de dire qu'on peut tracer, on peut tracer la ligne en question, mais que la ligne est donnée. Et ça me ramène à nouveau à la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une ligne soit donnée? Si vous voulez, l'aspect fondamental du fait qu'une ligne soit donnée, le problème n'est pas du tout le fait de dire qu'on peut avoir une certaine difficulté, mais surtout, étant donné une ligne, ça veut dire étant donné en position. Donc, proposons par exemple, pour comprendre un peu cet aspect, de dire qu'on a, selon Euclide lui-même et la interprétation aussi pappusienne, on peut dire qu'on a des objets qui ont été G donnés, des objets qui ont été D donnés et des objets qui ont été delta donnés. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est un objet donné en général,
c'est un objet donné de façon en position ou en grandeur. Et cet aspect delta donné, ça veut dire que c'est un objet qui peut être obtenu, qui peut être, comme on dit, trouvé à partir de ces deux conditions primitives. Si vous voulez, je ne peux pas revenir, mais toutes les lignes, ou presque toutes les lignes de la première configuration de Descartes ont été, on peut dire, qui ont été données en général. Et certains rapports ont été donnés d'abord, et quand il affirme que le rapport entre la première et la deuxième a été donné, ça veut dire que tu peux la trouver. Donc, cet aspect entre données en général, données en particulier, et qu'on peut delta donner, ça veut dire qu'on peut la trouver, ça veut dire qu'il y a un certain lien entre les choses qui ont été données et un procédé qui peut nous amener à trouver cette sorte de, et voilà, je vais prononcer le mot assez dangereux, cette sorte d'inconnu, oui, pour dire que cet inconnu, delta, en réalité, peut être découvert, peut être trouvé, et certainement, Euclide, ni Pappus ne sont inquiétés pour établir une sorte d'algorithme, une sorte de, je veux dire, équation pour découvrir, pour trouver ces inconnus. Il affirme surtout l'existence d'un certain statut différent entre la façon dont les objets géométriques, les objets mathématiques ont été établis ou donnés. Ah, certainement, pour revenir à notre cher Descartes, puisque le temps est presque fini, pour revenir à notre cher Descartes, on peut relire, vous voyez là, je n'insiste pas, c'est le texte des deux problèmes de Pappus, qui est à la source de la géométrie de Descartes, mais vous reconnaissez, d'après ce que je viens de dire, que exactement, il dit qu'il y a des lignes qui sont données, des points qui sont donnés, et à la fin de compte, il dit que si le problème est posé sur 4 lignes, il y aura une certaine conique qu'on pourra trouver. C'est-à-dire, la question n'est pas de dire qu'on pourra dessiner ou tracer la conique, mais la conique peut être trouvée. Et la condition de la question, bien sûr, c'est de savoir ce que ça veut dire qu'une conique soit trouvée. Bien sûr que pour notre cher Euclide, notre cher Descartes, la question peut être résumée à partir de cette lecture qui vient de Pappus lui-même, dans laquelle il dit que le problème n'est pas exactement d'établir ou de découvrir la condition pour tracer certains comptes qui peut être géométriques ou qui peut être même mécaniques, mais d'établir les conditions pour la fixation d'un certain lieu géométrique. Parce que pour lui, la question de la conique dans le cas de Pappus n'était pas de tracer une courbe, mais c'était de déterminer un lieu géométrique. Or, vous connaissez, sur la même configuration, c'est un peu différent de ce qu'on connaît, mais c'est exactement le problème du Pappus. C'est sur 4 lignes, et vous savez très bien que si on assume la position du point S, ici c'est les X, les Y qu'on connaît très bien, c'est la distance, ou bien peut-être ici un point S', c'est X', Y', c'est la distance prime. On sait qu'à partir de cet angle qui a été donné en grandeur, on a un certain axe, la ligne L1 fait l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, c'est une sorte d'axe virtuel dans la construction de Descartes, mais vous savez très bien que le point fondamental, c'est d'affirmer que ces triangles-là, qui est semblable à ce triangle-là, ont été donnés en forme parce qu'on connaît bien les 3 angles en question. C'est Euclide qui nous dit dans quelles conditions un triangle a été donné en forme ou en espèce si on connaît les angles qui ont été donnés en position. Et tout cela permet de dire pour finir que, bien sûr, lorsque Newton, dans la Arithmetica Universalis, nous raconte ce que notre cher Descartes avait fait, il exprime un peu ses doutes sur le fait qu'il y a vraiment une certaine nouveauté chez Descartes. Il dit que, en tout cas,
l'algèbre et la géométrie, bon, ils peuvent s'aider, bien sûr, mais il faudra bien sûr garder leur indépendance relative dans l'autre, parce que, en réalité, au fond, la géométrie n'a pas besoin vraiment de l'algèbre, parce que la géométrie peut poser par elle-même des questions, établir les différents rapports entre ces différentes façons d'établir les objets géométriques. Voilà cette citation qui est assez connue, je pense que tout le monde la connaît, dans laquelle Newton nous dit à propos de Descartes et à propos de la solution de Pappus que vraiment il n'y a rien à croire sur le fait que Descartes avait dit quelque chose de vraiment nouveau dans sa solution au problème de Pappus, et les anciens vraiment connaissaient bien la solution au problème des quatre lignes. Bon. Pour finir, je veux dire que même Newton, pour établir d'autres conditions pour lesquelles établir les toniques, il dit, bon, on peut le faire à la façon des anciens, c'est-à-dire on a deux lignes et on fait une certaine division des segments, on dit que le point D divise les segments C' et' dans le même rapport que le point D divise les segments E et C et on continue à partir du point P et on a dans les moyens des anciens une conique que, si vous voulez, si vous pensez qu'il faut établir une certaine équation au sens cartésien du terme, on peut le faire, mais il dit au fond, le fond de la question a été établi de façon préalable. Je peux m'arrêter là. Donc, pour finir, j'avais annoncé 3 moments de la rencontre entre algèbre et géométrie, et pour finir, je vais dire, j'avais commencé par le dernier moment, c'est-à-dire Hilbert, au moment où il attire notre attention sur le rôle que les deux théorèmes Pappus et Desargues doivent et peuvent jouer dans la construction et les fondements de la géométrie. J'ai essayé de montrer dans ces cours que les théorèmes de Pappus et les théorèmes de Desargues ne sont pas une sorte d'illumination chez Hilbert, qui il joue déjà ses rôles, déjà dans l'Antiquité. Tout cela pour dire que, dans un certain sens, je pense que, et ça revient sur le 3e moment, c'est vrai que, dans un certain sens, j'insiste, notre cher Newton avait une certaine raison, ou bien c'était suffisamment provocateur pour dire que vraiment il faut se demander si la nouveauté doit devenir seulement une sorte d'écriture polynomiale si vous voulez, parce qu'il insiste que la façon, cette approche que l'algèbre exige pour établir ces différents caractères et qualités des objets qui ont été donnés, les objets qu'on peut trouver, les objets qu'on peut désigner, sont déjà la condition fondamentale pour laquelle, si vous voulez, un certain langage formel peut devenir et retrouver les expressions algébriques qu'on connaît. Voilà pourquoi il nous dit, en réalité, il y a un certain moment, il y a un certain aspect dans lequel Descartes on peut dire qu'il a établi des choses nouveaux, il y a un autre aspect sur lequel on peut dire que Descartes vraiment n'a rien dit de nouveau. Voilà.